Cosa, agence de communication et e-commerce. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseil, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Merci d'assister. Alors, je pense que c'est une des dernières tables rondes, donc merci d'être resté. Ça fait plaisir d'avoir du monde pour cette table ronde. Pour justement, c'est bien, c'est une des dernières, donc on peut faire un peu cet exercice de se projeter de manière peut-être un peu plus légère que tous les sujets qu'on aborde généralement dans ce type de salon. C'est de se projeter donc en 2050. Évidemment, c'est loin. Pour certains me disaient, mais on sera même plus là en 2050. Et pourtant, les médias, nos médias, vos médias seront toujours là, je l'espère. Et donc, c'est intéressant de voir quels défis vont attendre les médias en 2050. Alors, pour en discuter autour de cette table de gauche à droite, Myriam Amri, directrice de l'intelligence média chez Publicis Média, Laurent Frisch, directeur du digital et de l'innovation du groupe Radio France, Alix de Goldschmidt, directrice innovation, IA et data du groupe M6. Et enfin, Rolf Heinz, directeur général du groupe L'Équipe. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation à cet exercice de prospective. Comme je le disais, en 2050, les usages, les technologies, les attentes du public auront évidemment profondément évolué. Les interfaces pourront être vocales, immersives, des contenus partiellement ou totalement générés. Le parcours d'accès à l'information entièrement, on va dire, accaparé par des agents intelligents, en tout cas une espèce d'intermédiation différente. L'objectif de cette table ronde est donc de pouvoir un peu examiner ensemble ce que ça implique dans les modèles économiques, les formats, les métiers et le rôle sociétal. Donc on va démarrer par, justement, je parlais un peu d'exercice ludique en se projetant quelques minutes avec une question commune à vous quatre pour commencer, qui serait de décrire une scène du quotidien, un lundi matin, en 2050, dans votre organisation, production, diffusion, consommation. Et Myriam, pour toi, de manière un petit peu plus spécifique, vous avez sorti une étude justement sur les médias en 2050, donc avec justement le point de vue des Français. Donc ce sera peut-être aussi intéressant de parler du point de vue de cette étude. Je vous laisse la parole pour cette question en quelques mots. Myriam, tu peux commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Première question de François. Comment on se projette en 2050? Si j'enlève 2 secondes ma casquette pro, 2050, donc c'est dans 25 ans. Déjà, c'est pas si loin. Mais 2050, la question était dans votre organisation. La question, c'est est-ce que mon organisation, mais les nôtres, existeront toujours? Est-ce que le travail existera toujours? Est-ce qu'on n'aura pas complètement changé de modèle? Mais ça, peut-être que je vais un peu trop loin et c'est le sujet d'une autre table ronde. Mais si je reviens sur le point et la question de François, effectivement, chez Publicis, se projeter en 2050, c'est commencer à poser les bases de ce que seront les prochaines années. Évidemment, aujourd'hui, on est totalement perturbé par tous les sujets liés aux IA génératives. Cette étude qui a interrogé les Français de classe moyenne, je le précise puisque c'est pour vous dire, c'est une population spécifique, les Français de classe moyenne, auxquels, comme ça, assez rapidement, on peut se dire qu'ils n'ont pas les usages les plus avancés technologiquement. Que nenni. Ils sont tout à fait au fait de toutes les évolutions technologiques et quand on les interroge pour se projeter en 2050, ils sont vraiment très au fait. Leur vision, c'est un monde qui sera composé d'expériences immersives, qui permettra une information qui sera totalement personnalisée, mais ils mettent en avant beaucoup et directement tous les sujets liés à la régulation des contenus, au risque des bulles de filtre et au risque algorithmique. Donc, on va détailler tout ça et je vais laisser la parole à mes collègues de cette table ronde, mais effectivement, juste sur cette étude qu'on a menée sur cette prospective 2050, des Français qui sont vraiment au fait
très en attente, très positifs par rapport à ce futur. C'est déjà bien de le souligner, parce que ça aurait pu ne pas être le cas, mais qui sont en attente et qui sont très alertes sur les risques aussi des évolutions technologiques. Il a dit qu'on passait un moment un peu plus léger en fin de journée. Donc ça veut dire qu'on évacue les possibilités de guerre, l'épuisement des ressources naturelles, les possibles menaces sur la démocratie, etc. On fait comme si ça devait aux années qui viennent. Et en fait, je me suis dit, réfléchir à 25 ans, c'est quand même dingue. Déjà que j'arrive pas à faire un plan stratégique à horizon de 3-4 ans. Et alors j'ai essayé de me revoir. Il y a 25 ans justement, et chacun d'entre nous, peut-être pas tout le monde d'ailleurs, mais la plupart d'entre nous peuvent se revoir il y a 25 ans, en l'an 2000, où on venait de survivre aux soi-disant bugs. On avait déjà Internet, je vous le rappelle, mais avec des modems qui faisaient du bruit quand on se connectait. On n'avait pas encore la DSL. On commençait à avoir de la 2G, mais on n'était pas tous équipés de petits téléphones. On parlait évidemment pas de smartphones. On était loin d'avoir les réseaux sociaux. On était loin d'avoir Deezer, Spotify ou Netflix. Et chaque soir, dans les foyers, à peu près plus de 90% des jeunes, des moins de 25 ans, allumaient leur poste de radio. C'était le média de la liberté pour cette population, celui où la parole était directe, sincère, authentique. On pouvait parler d'amitié, de sexe, de problèmes scolaires, de tout, librement. Évidemment, ça n'existe plus, ça a quasiment complètement disparu. Chez les moins de 25 ans, 25 ans plus tard, donc une génération plus tard, la radio a été à peu près divisée par 3. Alors, Dieu merci, la radio a gagné chez les plus âgés et les plus âgés ont gagné en importance dans le pays. C'est fait que si la radio, dans son ensemble, se porte pas super bien, des radios qui savent s'adresser aux personnes les plus âgées ont plutôt gagné. Et donc, Radio France, comme si je me voyais rétrospectivement depuis 2050, je me dis dans 2050, qu'est-ce qui se passera ? J'en sais vraiment rien. Je pense qu'effectivement, il y aura certainement tout ce que tu dis, mais qu'on annonce effectivement déjà pour dans pas très longtemps en fait. L'hyperpersonnalisation, les bulles de filtre, etc. J'espère que j'aurai beaucoup plus de journalistes sur le terrain qu'aujourd'hui, beaucoup moins en desk, beaucoup moins en bureau, beaucoup moins pour faire des tâches finalement très automatiques, mais aller chercher l'information sur le terrain. Si tant est qu'ils ne soient pas tous remplacés par des drones et des robots, alors on aura vraiment intérêt à le faire pour faire encore mieux notre travail. Et puis probablement à 6h du matin, quand les gens se réveilleront, on leur a déjà envoyé tout un menu de l'actu qui sera disponible, prêt à être écouté à la demande quand ils veulent, avec peut-être tout un tas d'infos plus personnalisées sur leur météo, sur les services dont ils ont besoin. Je pense que ce qui restera et ce qui gagnera dans 25 ans par rapport à la déferlante technologique et à tout ce qui sera information de synthèse sera ce qu'on pourra défendre comme authenticité, comme parole d'humain à humain qu'on se fait fort de développer à la radio. Merci Laurent. Ariel-X. Ouais, on t'entend. Okay. Et tu peux y aller. Donc je répète l'exercice projeté rapidement là sur 2050, un lundi matin dans ton organisation. Comment est-ce que tu imagines que vous allez produire, diffuser et consommer ? Et très prise de hauteur, je vais essayer de dire concrètement un lundi matin comme j'imaginerais bosser dans 25 ans. Je suis d'accord avec Laurent, c'est difficile comme exercice, mais si j'imagine aujourd'hui la construction stratégique sur laquelle on travaille en vue de 2050, ce que moi je vois assez clairement, c'est qu'on travaille aujourd'hui à la facilitation des process, et donc bien sûr qu'aujourd'hui on est en train de travailler à utiliser les outils d'intelligence artificielle au maximum au sein du groupe M6. Donc ce que j'imagine en 2050, c'est on parle beaucoup aujourd'hui d'IA agentique, mais l'IA agentique sera devenue la révolution que tout le monde aura absorbé, comme on a absorbé Internet, comme on a absorbé aujourd'hui quasiment l'IA générative, comme le mobile il y a quelques années. L'étape d'après, c'est tout individu arrivant chez M6 aura son petit agent, donc son agent qui lui donnera la data, c'est-à-dire les statistiques de son week-end pour qu'il ait un récap des audiences, des tendances même sur les réseaux sociaux, sur les médias concurrents. Et en fonction du métier, chaque personne aura un peu son agent pour une tâche très spécifique. Et il aura même un ensemble d'agents qui orchestreront, on va dire, différentes tâches de son quotidien. Mon digeste de toutes les actualités politiques, si je suis spécialiste politique sur RTL, et ainsi de suite. Donc c'est assez facile à dire, alors qu'on est dans un bout travaillant pour M6. J'ai vraiment déjà du mal à me projeter sur une stratégie à 1 an. Donc une stratégie à 25 ans, c'est plus compliqué. Mais si je me positionne juste un cran plus loin du côté de l'utilisateur, c'est sûr qu'on n'a pas encore les usages de demain. C'est sûr qu'on n'a pas cette vision-là, mais on va évidemment vers plus de personnalisation. Ça, c'est simple à dire, un peu moins simple à faire. Et donc la question, c'est plus de se dire à une heure où on est encore plus désintermédié par des plateformes, à une heure où on va encore faire plus de personnalisation, comment est-ce que nous, médias, on reste un créateur de marque, un créateur de confiance, un incarnant et un curateur, avec un équilibre d'utiliser l'IA comme un outil pour venir, ça c'est encore une fois facile à dire,
mais pour nous augmenter dans des tâches du quotidien et venir répondre encore mieux avec une vision plus orientée data aux besoins et aux envies, surtout de nos téléspectateurs, auditeurs et utilisateurs. Dans 25 ans, l'équipe fêtera son 105e anniversaire, puisqu'on va fêter les 80 ans là dans 2 mois. Et l'équipe existera toujours. Alors, il y aura des choses qui auront changé et des choses qui seront assez similaires, je pense. Déjà, le sport, c'est l'émotion, c'est la passion. Et donc, les technologies changent, mais l'émotion reste. Donc, on sera toujours dans le partage de cette passion, de cette émotion, avec des journalistes qui entreront le lundi matin, qui seront dans une conférence de rédac pour discuter par rapport aux enquêtes, aux histoires belles et moins belles dans le sport, et par rapport à ce qu'on partage, avec des managers qui feront des choix, qui prendront des décisions par rapport aux allocations de ressources ou à des sujets commerciaux. Par contre, je pense que ce qui aura changé, c'est que autour de cette table, que ce soit dans une conférence de rédac ou dans un COMEX, il y aura toujours aussi un collègue agent IA qui va contribuer et qu'on va pas prendre de décision sans consulter les données, les analyses et aussi regarder les recos donnés par le collègue IA. Une vraie intelligence artificielle qu'on pourrait consulter. Tu peux garder le micro, Rolf. On va continuer justement sur la notion d'usage et interface. Comment l'expérience sportive pourrait évoluer avec les technologies immersives? On voit déjà énormément de data. On voit des expériences qui sont folles parfois. J'ai vu aux États-Unis des matchs qu'on peut regarder en 360 en live, changer les caméras. Quel type de format de ces technologies rendent possible? Si on se projette un petit peu, qu'est-ce que ça peut être une expérience sportive demain? Oui. Donc, ça peut être acheter des entrées virtuelles pour participer, pour regarder un match ou une compétition live en immersif au travers un casque. Peut-être avec des billets premium où je peux être en tant que spectateur assis à côté de l'entraîneur et discuter ou écouter par ailleurs les discussions tactiques de l'équipe, des coachs par rapport à ce match qui a lieu, de pouvoir entrer dans les coulisses, avoir des conversations ou des interviews avec des athlètes, des champions avatars et en fait partager des données, avoir les décryptages en temps réel au travers cette expérience immersive dans le casque. J'imagine que tout le partage, par ailleurs, tous les échanges entre les différents consommateurs, ce qu'on fait aujourd'hui essentiellement sur les réseaux sociaux, sera intégré dans cette expérience. Donc, c'est sûr que les expériences immersives dans le sport, par ailleurs, pas seulement en 2050, mais je crois plutôt déjà en 2035, 2040, feront partie de l'offre d'un groupe qui développe des contenus, des services et des événements et des expériences sur le sport. Merci Alix, même question, donc forcément plus orienté côté télévision. Est-ce que ça pourrait aussi devenir un environnement immersif, interactif, personnalisé en contenu, et quel type de format ces technologies rendent possible? Alors, il faudra que ça le devienne. On n'a pas encore les outils technologiques pour faire exactement tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire de l'immersion. C'est encore très fictif. Moi, ça fait un petit moment que je travaille à tester des cases de réalité virtuelle, même des cases de réalité augmentée. Là, on voit de plus en plus que des nouveaux formats plus légers, type lunettes, permettent un petit peu plus d'ancrer finalement les individus entre le réel et le virtuel. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je crois énormément à l'aspect immersif, mais on n'a pas encore la technologie, je l'espère en 2030 ou 2050, on l'aura. Ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais pour revenir sur ce que disait Rolf sur aussi l'immersion. Pour moi, l'immersion, ça passe aussi beaucoup par l'événementiel. On parlait d'événements juste avant, on parlait du Ballon d'Or aussi organisé par l'équipe, et je trouve que c'est hyper important de se dire on est aussi des créateurs de moments, et ces créateurs de moments, il faut continuer au-delà de G. Donc effectivement, côté télé, moi je crois beaucoup à toujours plus une meilleure qualité, des écrans de plus en plus performants, des nouveaux outils qu'on connaît pas encore pour nous permettre d'être encore un peu plus dans le contenu. Un exemple que j'aime bien donner, qui est pas chez moi, mais que je trouve très intéressant en termes d'exploration, c'est aussi l'exemple de la Formule 1. La Formule 1 aujourd'hui, c'est un sport très compliqué, où on voit pas grand-chose en fait, et je trouve l'idée de se dire en tant
qu'utilisateur de répondre à un vrai besoin qui est de sentir la sensation d'être dans une voiture, de comprendre à un instant T comment s'est passé l'accident, comment il y a eu un rattrapage et de voir la vitesse de la voiture. Je trouve que toutes ces informations-là qui ont aujourd'hui de plus en plus rendu possible par la métadonnée, par les différents angles des caméras, je trouve que c'est un exemple super intéressant pour faire le lien avec le sport, et c'est évidemment des choses qu'on regarde aussi chez M6 en termes d'expérience sportive. On est aussi en train de travailler sur des expériences liées aux téléspectateurs et aux auditeurs qui peuvent écouter, regarder, mais aussi interagir. On pense que l'expérience de la fandom, des gens qui sont fans, de leur permettre d'échanger ensemble ou d'échanger avec la marque, c'est quelque chose d'hyper important. Donc au-delà de la personnalisation, de créer des moments ensemble entre des vrais humains qui échangent et pas seulement des humains qui échangent avec une intelligence artificielle, ça je suis sûre que ça existera, mais je pense qu'il faut aussi rattacher ça à du social, à une façon de discuter ensemble. Et je terminerai vraiment par ça. Il y a de la personnalisation, bien sûr, il y a de l'immersif, mais il y a aussi une façon de repenser notre manière d'être un repère et d'être un moment pour que les gens passent du temps ensemble autour de nos marques. Donc que ce soit pour le sport, la télévision ou la radio, je pense qu'il faut vraiment utiliser nos marques pour créer des moments où les gens se retrouvent entre eux et des vrais échanges avec des individus qui font nos marques et qui font ces contenus qu'on crée pour eux. Reconnecter les gens. Merci Alix. Laurent, je te passerai le micro. Quelle place pour l'audio? Donc il n'y a pas le côté immersif, on peut imaginer, mais pourtant dans un environnement qui sera a priori dominé par la voix, les agents personnels, les interfaces sans écran, on a l'impression de se diriger vers ça. Comment est-ce que vous anticipez cette évolution et quelle place pour l'audio dans cet environnement? Pas le côté immersif quand même. Mon cauchemar à la radio, c'est Her de Spike Jonze. Vous avez vu ce film où Joaquin Phoenix tombe amoureux de l'intelligence artificielle exprimée par la voix de Scarlett Johansson à travers une oreillette et avec une interaction que j'appellerais immersive. Et son intelligence artificielle peut lui donner tout ce qu'il veut, au-delà de la sphère affective, de l'information, de la météo, accès à du divertissement et tout ce que tu veux, tout ce que peut produire la radio. Alors pendant un temps, quand sont sortis les enceintes connectées avec des assistants vocaux, on s'est dit qu'on allait tout faire pour transformer la radio en moteur de réponse, pour pouvoir répondre à un maximum de questions. On a vite vu les limites de ça. Alors il y a des choses qui marchent, par exemple demander à Alexa ou à OK Google quelles sont les actus, et c'est les titres de France Info qui vous répondent. On imaginait pouvoir mettre de la météo, des choses comme ça, mais en réalité je pense que tout ce qu'on a imaginé, nous, des voix de synthèse, pourront très bien le faire, et donc c'est assez dur de voir où va être notre valeur singulière. Et alors nous, notre événement, c'est pas de la Formule 1 ou des matchs de foot pendant lesquels on est assis à côté de l'entraîneur. Vous écoutez France Inter un peu, vous les gens ici? Ouais? Non? Qui n'écoute jamais France Inter? Juste que je sache qui je dois convertir encore. Ok, ça va, vous n'êtes pas trop nombreux, heureusement. Oui, je vois des mots de gens, ouais, jamais il me convertira celui-là, jamais France Inter ne passera par moi, il y en a. Donc tous les autres, vous connaissez la voix de Marie-Pierre Planchon qui fait la météo. La météo, c'est vraiment le truc serviciel par excellence. Personne n'a besoin qu'on vous donne la météo ou qu'on vous apprenne la météo à la radio. Pourtant, on aime bien l'écouter, vous êtes d'accord? Non, on aime bien parce qu'elle apporte de la chaleur, elle apporte un truc en plus. Et puis en plus, on sait que c'est une vraie personne. Et moi, je peux vous le dire, elle est aussi sympa en vrai que quand on l'entend à la radio. Donc quelque part, je pense que ce qui nous sauvera, nous la radio, si on arrive à être sauvés, c'est ça. C'est d'avoir des voix de vrais gens qui ont une vraie personnalité, qui nous emmènent quelque part, qu'on a plaisir à retrouver comme un pote, comme un ami, comme quelqu'un avec qui on pourrait vraiment parler. On sait qu'on peut pas lui parler à Marie-Pierre Planchon parce que c'est une vraie personne, elle est en studio, elle est écoutée par des millions de gens, mais on est content de la voir chaque jour comme un rendez-vous. Merci Laurent. Meriem, dans l'étude donc Free Thinking dont on parlait sur les médias 2050, quels usages les Français anticipent justement pour 2050 et qu'est-ce qu'ils attendent en matière de personnalisation, d'immersion ou de contrôle même? On parlait vraiment d'interface. Effectivement, j'ai entendu écran, j'ai entendu casque, j'ai entendu lunettes. Quand on interroge les Français sur 2050, eux, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils anticipent, c'est de l'immersion, mais qui soit totale, qui soit vraiment seamless, sans écran. Alors je ne sais pas, je l'ai pas moi-même dessiné, mais je ne sais pas comment ça se projette, mais de l'hologramme. Et effectivement, et Rolf sur la partie sport, ça c'est un point hyper important parce que le live et les expériences réelles, grâce à l'immersif, vont permettre de lever le frein qui est soulevé par les Français quand on les interroge, de ce risque du fait de la technologie, d'avoir des bulles qui s'intensifient et qu'on soit dans son expérience hyper personnalisée, qui me parle à moi mais qui ne parle pas à François, et qu'effectivement on s'éloigne les uns des autres et qu'on ne fasse plus société parce que du fait de cette technologie. Eux, ce risque, ils l'ont vraiment anticipé. Mais on veut que cette personnalisation et tout ce jeu algorithmique puisse être contrôlé, que le régulateur mette le nez dedans et puisse contrôler, enfin que ça soit pas une boîte noire
que ça soit pas les boîtes noires qu'on connaît actuellement, et que l'individu lui-même puisse avoir la transparence sur ce qui lui a été poussé, ce qui lui a été recommandé, pourquoi ça lui a été recommandé à lui et pas à son voisin, et que vraiment il y ait une transparence dans les algorithmes. Ça, il l'anticipe beaucoup. Il nous parle, je vous le disais, d'expériences qui soient vraiment transparentes, c'est-à-dire que l'expérience vienne directement à eux et qu'ils soient immergés totalement. Alors, on parlait du sport, mais ça peut être vrai aussi pour du contenu de divertissement et pour de l'information. On avait vu notamment le New York Times qui avait créé un contenu hyper immersif pour se projeter dans un fait de guerre. Bon, bref, on va pas étayer le point ici, mais il y a déjà des choses qui se passent. Ça doit les inspirer, en tout cas, ça doit leur donner à voir ce que pourrait être le futur. Et ce futur, à nouveau, ils l'imaginent vraiment personnalisé, mais avec une personnalisation sur laquelle ils auraient le contrôle. Merci Myriam. Évidemment, tout ça, il faudra pouvoir le financer. C'était une question un peu commune pour vos quatre. Qu'est-ce qui, dans l'évolution un petit peu de ces marchés des médias, quelle sera la source de valeur principale qui souvent est la base du modèle économique? Est-ce que ce sera l'attention dont on a beaucoup parlé dans ce salon, la notion de confiance aussi, les données propriétaires, la participation, l'expérience? Qu'est-ce qui, pour vous, sera vraiment la source de valeur principale? Si on prend ce point sur les modèles économiques, comment on financera demain les médias, et à nouveau, si je me reporte à cette étude et aux résultats de cette étude quand on interroge les Français, là aussi, ils ont pleinement conscience qu'il faut, pour avoir une information fiable, de qualité, contrôlée, que l'information soit payante. Ils proposent des choses, donc je vous le livre, à vous de voir ce que vous en faites. Le micro-paiement. Alors, on a vu des initiatives se développent, mais c'est quelque chose dont ils ont parlé eux directement, le micro-paiement, parce que l'engagement implique d'autres dimensions chez eux pour laquelle ils sont peut-être un peu moins réceptifs. Et là je sors des résultats de l'étude et je remets directement ma casquette publiciste, mais quand on parle modèle économique, on est obligé aussi de parler au-delà de l'abonnement et du financière. Donc il y a tout un sujet, et nous c'est un peu pourquoi on réfléchit 2050 sur le rôle des marques et de la publicité dans ce que sera l'écosystème 2050. Et on pense, en tout cas, que aux côtés des éditeurs, aux côtés des médias, aux côtés des producteurs de contenu, les marques ont un rôle tout à fait louable à jouer, et notamment pour le financement de l'information, pour le financement des médias, et que les deux peuvent coexister pour le meilleur, pour les consommateurs, pour pouvoir financer les modèles d'information. Et alors, il y a un autre modèle aussi qui existe encore un peu aujourd'hui, qui est celui du financement d'un média par la collectivité, d'un média qui, à l'heure où je vous parle, ne sait pas d'ailleurs quel sera encore son budget 2026, puisqu'il dépend maintenant non plus d'une taxe affectée, mais du budget de l'État. Et comme vous le savez, il y a quelques histoires autour du budget de l'État qui se posent. Donc on est dans une incertitude complète à horizon d'un mois, nous. Donc 2050, j'ai du mal à voir si ce modèle subsistera encore. Tout dépendra du ressenti de la collectivité. Le sens d'un média public est d'aider une collectivité à faire société. Finalement, on vit un peu mieux ensemble avec que sans. Un peu, pas beaucoup. Il y a tellement d'autres choses qui jouent, comme l'éducation, le sens, l'histoire qu'on se raconte en tant que nation. Mais l'idée d'avoir un fondement de connaissances, de savoir, de culture, d'information, qui nous permettent non pas d'être d'accord, mais au moins d'avoir les bases pour pouvoir discuter et débattre, c'est ça la mission fondamentale de l'audiovisuel public. Si la collectivité ressent que cette valeur, elle est importante, alors on subsistera d'une façon ou d'une autre, avec certainement un peu moins d'argent qu'aujourd'hui, mais on subsistera. On survivra. Si la collectivité, dans sa majorité, estime qu'en fait, c'est plus un sujet, qu'on n'a plus cet intérêt à être capable de se parler et de faire société, nous, la collectivité française, comme la question se pose dans pas mal d'autres pays, alors on subsistera pas en l'état. Donc nous, notre rôle, notre valeur, comme tu le disais, c'est de réussir à donner de la singularité, la confiance, et cette chose qu'on ressort finalement un peu plus ouvert à l'autre après qu'avant. Si on continue sur le modèle, effectivement, moi je reviens sur le côté privé, plus publicité. Évidemment, ça reste notre cœur de business, et on l'espère que ça continuera comme ça en 2050, avec
évidemment une évolution vers une publicité mieux ciblée, mieux affectée, plus personnalisée. Enfin, ça, je vous apprends rien, mais je pense que c'est ce vers quoi on tend. Après, moi, j'aimerais bien insister effectivement sur les nouveaux modes de financement. Effectivement, l'abonnement, le micro-paiement, c'est des choses qui évoluent et sur lesquelles, évidemment, il va falloir continuer à travailler pour être au plus près des attentes. Et je pense que le micro-paiement est un bon moyen aussi de s'attacher à finalement une consommation plus éclatée aujourd'hui. Et les gens sont davantage prêts à s'engager sur des petits financements que peut-être un financement plus long terme. Et je pense surtout, moi, l'idée que j'aimerais bien ajouter, c'est les nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, l'utiliser dans des workflows qu'on doit repenser, des processus à réécrire, etc. Mais je pense que là où on n'a pas encore la réponse côté média, et j'espère l'avoir plutôt d'ici la fin de l'année 2026 que d'attendre 2050, mais c'est pour mieux préparer 2050 qu'il va falloir se dire où est-ce que l'IA va aussi pouvoir générer des nouvelles sources de revenus. Évidemment, la table d'avant parlait de mieux contractualiser avec des OpenAI, des acteurs tech pour, comme on l'a fait très bien sur les trois voisins et qu'on continue de se battre pour avoir une source de financement due de par ces voies-là, je pense d'aller plus loin techniquement pour obtenir des financements de cette manière-là est important, mais il faut aller aussi plus loin en termes de créativité économique et essayer de se dire où est-ce que l'IA va pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée pour le média. Donc on voit que le retail média est un sujet depuis un certain temps et continue d'évoluer avec l'IA, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets à aller chercher et ça va vraiment être un sujet de réflexion pour nous médias de se dire comment est-ce qu'on va diversifier. Je pense que la diversification de nos sources de revenus est le critère le plus important pour penser 2050. En termes de modèle d'affaires, ce qui reste pour moi absolument clé pour la valeur d'un média, c'est deux choses. C'est la marque média, et celle-ci, elle est basée sur la fiabilité, la crédibilité, la pertinence de ses contenus. Alors, je suis pas exhaustif maintenant dans cette synthèse, mais je pense que les contenus resteront absolument vitaux par rapport à la valeur distinctive d'une marque média en tant que repère, en tant que référence dans un monde où il y aura encore de la prolifération des informations. Et deuxièmement, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, l'expérience consommateur avec, par exemple, toute la passion d'une expérience immersive, de partage, etc. Et donc, en complémentarité à cette valeur de contenu et de marque, aussi un élément émotionnel. Ce qui veut dire pour un développer à la fois un leadership émotionnel et un leadership en termes de crédibilité et confiance. Alors, plus concrètement, après, comment est-ce qu'on peut imaginer le développement de sources de revenus? Par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué, je pense que ça va être un peu moins connecté à un modèle centré sur la diffusion et plus connecté à la data, à l'usage et à la valeur d'une interaction et aux expériences immersives. Je pense qu'il y aura encore du B2B et du B2C, c'est sûr, de façon évoluée. Et après, nous sommes, je pense, nous avons tous d'une manière ou d'une autre évoqué la partage de la valeur. Donc, je ne sais pas si on arrivera à l'avoir en 2030, mais c'est sûr qu'en 2050, on aura passé des accords avec les acteurs de l'IA et que je pense qu'une grande partie de la monétisation viendra au travers la vente de API éditoriales sur lesquelles les acteurs de l'IA vont pouvoir connecter leurs modèles, leurs services. Et donc, le droit voisin connecté à l'acteur IA, je pense, va contribuer vertueusement au financement des médias. Ce serait pas mal, une espèce de requêter de la data et mieux la commercialiser. Chez AMC, c'est des sujets aussi sur lesquels vous travaillez, cette relation avec les plateformes. Est-ce que, Alix, tu imagines l'évolution entre la relation média-plateforme en 2050, justement, si on est plus fort sur la maîtrise des données et des identités numériques de nos utilisateurs? Alors, il faut complètement qu'on le soit. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un événement qui s'appelle Adopt AI, qui était super intéressant de montrer évidemment la force de l'Europe, l'importance de travailler ensemble, les partenariats noués entre l'État et des boîtes européennes et le partenariat notamment franco-allemand. Je pense que c'est super intéressant de rappeler que évidemment la souveraineté est super importante. Évidemment, de travailler avec les plateformes aujourd'hui, c'est essentiel. Ce serait suicidaire de ne pas être présent là où sont finalement les plus jeunes
comme les moins jeunes. Ouais, l'audience. Mais l'audience est là, donc il faut voir la réalité en face. Après, je pense que là, on est arrivé vers un pragmatisme qui est de travailler de plus en plus ensemble en tant que média. Je vois dans la salle que Radio Player est représenté. Je voyais qu'il y avait le Geste tout à l'heure, qui est une association d'éditeurs. Je pense que l'important, c'est aussi, les pays du Nord le font très bien d'ailleurs, de travailler mieux ensemble pour justement être plus fort face à des plateformes tech, face à des plateformes tout court, parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, finalement, un groupe média français, c'est pas grand-chose. Et donc, d'être plus fort en travaillant ensemble, c'est super important. Et en tout cas, nous, chez M6, on joue le jeu. On essaye d'avancer sur des partenariats communs, des réflexions communes, notamment sur la manière de travailler avec ces plateformes-là, que ce soit des plateformes IA ou d'autres plateformes. Et c'est vraiment le seul modèle que j'imagine être viable en 2050 pour avoir une place et avoir une voix au chapitre dans l'évolution de ces usages. Merci Alix. Laurent, sur ce sujet un peu des relations aux plateformes, comment est-ce que tu imagines l'évolution d'ici 2050 ? Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je pense que si on vend nos contenus à ces acteurs-là, si ces plateformes-là ont accès à nos contenus, ça deviendra des one-stop shops, des endroits où on pourra tout trouver. Et on n'aura plus besoin finalement d'aller directement sur un média. Ce sera peut-être bien pour le public, ce sera peut-être beaucoup plus pratique, mais nous, médias, on n'existe, à mon sens, que si on arrive à entretenir un lien direct avec le public. Je suis d'accord avec l'histoire que la marque média, elle, est essentielle. Et nourrir et développer l'imaginaire et le contrat de lecture, le contrat de visionnage, le contrat d'écoute qui va avec une marque média est absolument essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de relation avec ces plateformes. Je ne suis pas du tout opposé à ça. On en a, on discute, on essaie de trouver des justes équilibres. Mais je trouve le jeu extrêmement dangereux pour nous parce que la seule chose dont elles rêvent, ces plateformes, c'est d'avoir de compte à rendre à personne, verser le moins de droits voisins possible, on le sait bien, nous médias, et que les CLIA est d'ailleurs pour elles une opportunité d'aller au-delà de ce qu'a été la douleur pour elles, de devoir nous verser un peu d'argent au travers de ces négociations. Donc c'est un jeu dangereux. Néanmoins, on est obligé de le pratiquer. Être là où sont les audiences, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que tous les médias vont sur les réseaux sociaux, sur YouTube d'une façon ou d'une autre. Mais regardez ChatGPT ou Gemini ou ce genre de choses. Où est-ce que vous voyez les médias ? Ils peuvent prendre des données chez nous, ils peuvent prendre des infos chez nous. La visibilité qu'on a qui en ressort est à peu près inexistante. Donc pour l'instant, les deals d'une équation apaisée, les termes d'une équation apaisée ne sont pas du tout là encore. Je me permets de corriger. Moi, justement, je disais qu'ils ne sont pas là et qu'il faut qu'on soit forts ensemble pour trouver 2050 versus les termes. Mais je suis d'accord que garder une présence forte produit chez nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé d'ailleurs Bedrock, qui est un acteur tech fort qui vient finalement propulser les plateformes de streaming de RTL Group et d'autres médias. Je pense que c'était hyper structurant de se dire on travaille ensemble sur la tech pour avoir une plateforme commune européenne qui vient vraiment servir nos produits à nous. On vient pas déverser tous nos contenus chez les acteurs tech, IA ou les plateformes sociales, mais on les distribue pour être effectivement là où nos audiences sont et les attirer vers nos produits. Je suis complètement d'accord, et M6 a été un des groupes assez défensif d'ailleurs à ce sujet pour avoir de la contractualisation avec ces différents acteurs. Mais ce que je voulais dire, c'était vraiment, je pense qu'au niveau mondial, si on veut avoir voix au chapitre, c'est ça que j'expliquais, il fallait vraiment qu'on travaille ensemble, médias, à travers des associations et des discussions entre éditeurs. C'est très théorique, mais je vois des modèles bénéficiaires qui arrivent en Europe. Et donc je pense que la France est encore un peu en retard là-dessus. Et je pense qu'on a quelque chose à aller jouer là-dessus parce qu'on est des médias forts. Et si on s'entend et si on parle ensemble auprès de ces acteurs-là, on arrivera, je l'espère, à trouver un cadre autre que réglementaire sur lequel on a déjà bien avancé avec des débuts de régulation européenne. Oui, 100% d'accord avec ça. Ce qui rend douloureux parfois d'observer que certains médias, et là je pense directement au Monde, jouent cavalier seul, font cavalier seul en allant signer des accords qui n'emportent pas l'ensemble de la profession ou des médias. Donc en passant un tel deal, celui que le Monde a passé il y a plus d'1 an avec OpenAI, et c'est pas les seuls au monde, enfin beaucoup d'autres ont fait ça. À chaque fois un acteur leader sur son marché. Ils se servent eux-mêmes à court terme, ils servent peut-être pas l'avenir de leur métier, de leur profession et peut-être même de leur propre titre. On verra en 2050, justement. Myriam, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ? Et tu disais que tu n'étais pas d'accord. Alors moi, c'est peut-être un mix de vous deux. On se parle de sujets, on se parle de 2050, mais c'est des sujets qui s'opèrent déjà aujourd'hui, qui est notre réalité. On a vu que le surf mondial, l'open web mondial avait diminué de je ne sais plus combien, 15% je crois, de trafic depuis l'avènement, enfin le développement des IA. Donc se dire qu'on ferme la porte totalement,
je pense que c'est contre-productif et qu'en fait, on le voit dans les expériences et pas plus tard que ce matin, on avait sur les sujets qui nous occupent chez Publicis Media, la place, le rôle de nos marques sur les sujets notamment marchands avec l'avènement de tout ce qu'a développé les IA génératives. Si on remet le sujet sur ce qui nous occupe actuellement sur les médias, on peut malheureusement, alors oui c'est un constat, mais malheureusement on ne peut pas s'affranchir de ces interfaces qui deviennent dans le quotidien, et quand on interroge les Français et les individus, ça fait vraiment partie de leur quotidien, avec une accélération qui est exponentielle. Ce qu'on constate, ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être x10 d'ici à un an. Donc, d'un point de vue agence média, en tout cas, on a un sujet, des points de contact. Nous, on a à cœur d'investir dans des médias qui sont référents, qui sont producteurs de contenu, qui sont des environnements intéressants et importants pour nos marques. Forcé de constater que ces environnements diminuent puisqu'il y a moins de surf, moins d'open web, moins de navigation et donc moins de consultation. Et donc je reprends le point de vous trois d'ailleurs sur l'importance majeure. Alors c'est une réalité aujourd'hui, mais ça sera encore plus fort en 2050 de travailler la marque, la préférence de marque, de travailler ce sujet de la confiance, puisque dans ces IA génératives, quand les contenus de Radio France seront injectés, que ça soit dans Gemini, OpenAI, je te le souhaite pas, mais ça sera une réalité, j'en suis navrée, je suis désolée de te le dire, mais ça sera là, parce que sinon vous allez disparaître du spectre du consommateur. Et c'est, je pense tous dans cette assemblée, pas du tout ce qu'on souhaite, que les médias de référence disparaissent du spectre du consommateur. Donc il faut y être, faut investir ces plateformes, faut investir les usages, avec responsabilité, faut qu'il passe à la caisse et que peut-être faut inventer des nouveaux modèles. Si on se projette, on revient sur le sujet à 2050, peut-être que le modèle à inventer, c'est un modèle où chaque fois qu'une réponse est générée grâce à un bout de votre contenu, en tout cas, il ne faut pas les penser en dehors des réalités des usages, je pense, des consommateurs aujourd'hui et encore plus fortement en 2050. Je pense que c'est exactement ça. En fait, la question est comment est-ce que nous pouvons faire de la disruption d'usage qui signifie l'IA par rapport à comment aujourd'hui et en perspective demain, surtout les jeunes, s'informent, se divertissent et consomment du contenu. Comment nous pouvons faire de cette disruption une opportunité en termes d'avantages concurrentiels. Enfin, c'est la question que je me pose en tant que groupe média. Et ça ne veut pas dire que les médias profitent du fait que l'IA s'est développée. Certainement, s'il n'y avait pas d'IA et si ça ne se développait jamais, ce serait mieux pour les médias. Mais puisqu'il y a une IA et que dans 25 ans, en 2005, mon deuxième fils aura 38 ans et aujourd'hui, il passe des heures en discutant, riant, faisant de la conversation et de l'inspiration avec l'IA pour deux raisons, parce que en fait, il dit c'est beaucoup plus empathique que vous, a pas de jugement, comprend, réagit mieux par rapport à ce qui peut être un confort personnel d'échange, et deux, parce que l'IA c'est tout. Contrairement aux humains, il y a toujours une réponse. Je dis pas que c'est bon. En fait, je crois qu'on a des sujets pas seulement comme patron d'entreprise, mais comme parent aussi par rapport à ça. Mais en fait, il faut faire avec. Je peux pas dire oui, je peux enlever le portable et l'IA pendant un certain temps, mais dans 2, 3, 4 ans, il va quand même l'avoir dans les mains et l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on fait un avantage concurrentiel ? Il y a différents axes. Il y a l'axe l'IA comme outil pour l'automatisation par rapport à tous les différents formats, canaux, etc. L'outil pour la productivité. Il y a l'axe qu'on a évoqué de la personnalisation, enrichir l'offre, le ciblage, toujours mieux répondre de façon spécifique aux envies, aux besoins d'un segment d'audience ou même d'un individu. Et ensuite, je pense que ce troisième axe qui est vraiment le partage de la valeur générée par qui aujourd'hui n'est pas partagé par les acteurs IA, parce qu'on est d'accord, c'est peanuts, les accords qu'ils ont fait pour l'instant avec un groupe média leader par pays, et encore, c'est peanuts. Mais en fait,
Je pense qu'à terme, oui, il faut arriver à avoir un vrai partage de la valeur avec ceux qui produisent les contenus en investissant dans le fond. Merci Rolf. On arrive un peu sur la dernière grande partie sur laquelle je voulais vous faire un peu réagir en tant que dans vos structures, en tout cas, quelles seraient les décisions stratégiques à mettre en place d'ici 2030 pour être toujours pertinent en 2050. Alors c'est pas évident, mais vous passez. Enfin voilà, il y a des plans. Donc là, 2030 pour le coup, ça peut être vu comme demain. Quelles sont les décisions stratégiques importantes, s'il fallait en retenir une, à prendre d'ici 2030? Alors, je suis visiblement la plus courageuse. Je prends le micro pour démarrer. Alors, c'est vraiment pas une question simple. Je l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, trouver des nouveaux business, diversifier, s'adapter à son audience. Concrètement, comment? En étant des entreprises toujours plus agiles, c'est-à-dire qu'il faut que tous nos salariés, on crée de l'employabilité dans leurs tâches, c'est-à-dire qu'on adapte ces personnes aux nouveaux outils, aux usages de demain. Et ça, je pense que c'est super important. Et je crois qu'M6, nous, on a beaucoup communiqué sur cette adoption à marche forcée où on était vraiment dans l'accompagnement de la manière de transformer notre entreprise. Et donc, on va aller encore plus loin dans la transformation en posant nos process à l'aune de ces nouveautés. Et comme je disais, en continuant de diversifier notre activité, en étant toujours plus efficient d'un point de vue économique par rapport au monde de demain. Oui, alors, je vais peut-être, pour pas abuser, pas être exhaustif, mais juste une question partagée. Une question que je me pose, c'est le make or buy, c'est-à-dire par rapport aux compétences, aux expertises, aux capacités à voir en termes d'équipe, en termes d'expertise clé, expertise critique. Dans quelle mesure investir en interne? Il y aura des nouveaux métiers certainement qui vont émerger, etc. Et dans quelle mesure est-ce que on sera contraint aussi peut-être d'être dans des multiples partenariats? Par ailleurs, même avec les GAFAM, avec les acteurs de l'IA, vu la dimension du sujet, de l'opportunité et d'un potentiel investissement. Ça, c'est certainement l'une des questions stratégiques très importantes sur lesquelles aujourd'hui, j'ai pas une réponse claire, mais qui va nous occuper. Je pense qu'il y en a deux des décisions stratégiques. La première que nous avons déjà fait en essayant d'organiser une gouvernance de l'intelligence artificielle à Radio France. Et cette organisation, elle est une organisation réticulaire qui implique l'ensemble des salariés concernés. Par exemple, on a fait évoluer notre outil de contribution, notre back-office, pour intégrer des fonctions d'IA et de contribution assistées par un LLM. Et on a construit avec des journalistes, des documentalistes, des producteurs, enfin tous les métiers qui sont amenés à mettre les mains dedans. À Radio France, il y a 2000 personnes qui touchent au back-office, parce que c'est pas que des spécialistes du numérique, mais des gens dont le métier, c'est parfois d'abord de faire de la radio et du son, et de parler dans un micro. Donc on leur a appris à écrire, ils savent pas toujours bien écrire, l'IA peut les aider à ça. D'ailleurs, pour ce faire, on est passé devant les syndicats pour présenter l'outil et pour les consulter sur le déploiement de l'outil, ce qui donne l'occasion aussi finalement d'un rattrapage de compétences auprès des organisations syndicales, ce qui nous a valu d'ailleurs un tract de la CGT qui mentionnait Gemini 2.5, qui est le modèle qu'on utilise en sous-jacent, ce qui montre que les mentalités évoluent, puisque maintenant même les modèles sont nommés dans les tracts de la CGT. La deuxième décision stratégique qu'on devra prendre, et celle qui sera le fruit d'un travail qu'on a initié, qui est d'essayer d'anticiper justement à horizon quelque chose comme 2030-2035, comment les métiers dans l'entreprise vont évoluer. Je pense que quasiment aucun des métiers dans un média, en tout cas à Radio France, ne restera tel qu'il est aujourd'hui. Beaucoup vont évoluer un peu, énormément, vont se transformer complètement. Je pense au travail de documentaliste dont le métier s'est déjà complètement transformé en 20 ans. Il va encore complètement se transformer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc on est en train d'essayer de donner notre meilleure vision possible de l'avenir des métiers. Et la prochaine décision stratégique sera donc d'accompagner les salariés en suivant un plan pour les amener à avoir des compétences qui restent à jour. Merci Laurent. Et question pour Myriam, c'était un peu par rapport à l'étude. Quels signaux faibles mis en évidence par l'étude pourraient devenir des ruptures majeures? Évolution des attentes, changement d'usage, rejet de certaines technologies. Et peut-être question aussi pour vous trois, un peu quel signal faible vous surveillez en priorité pour mesurer l'adoption, l'accélération des transformations. C'est toujours intéressant parce que c'est là évidemment qu'il faut investir, qui peut être stratégique.
Tu me l'as pas posé, mais je vais quand même y répondre sur sur les décisions stratégiques. C'est peut-être un peu béni oui, mais c'est pas grave, j'assume. Je pense que la décision stratégique à prendre pour un patron d'entreprise aujourd'hui et a fortiori de médias, c'est de conserver l'humain, de ne pas avoir une vision trop court-termiste au tout IA, parce qu'en fait, quand l'IA va tout moyenniser, qu'on aura tous, chaque média n'aura pas d'assets particuliers parce que tout sera accessible partout, tout le temps. C'est vraiment l'humain et l'humanité qui fera la différence. Et je pense que si un patron doit prendre une décision stratégique pour son entreprise pour les 5, 10 et donc 25 ans à venir, c'est de conserver l'humain parce qu'on l'a dit, nouveau métier. Et ça sera vraiment celui qui sera en capacité de travailler des architectures de bots, des architectures, enfin, il faudra vraiment cette dimension humaine. Et pardon, du coup, je me souviens plus de ta deuxième question. Sur les signaux faibles, j'en ai évoqué quelques-uns. C'est pas un signal faible, c'est une donnée sonnante et trébuchante. On parlait beaucoup de projection. À horizon 2050, 30% de la population française aura 65 plus. Je suis très à l'aise, j'en ferai partie. Mais donc 30%, un tiers de la population française aura 65 ans et plus. Ça dit beaucoup de choses sur la pertinence des contenus aussi à développer par rapport à cette population qui sera hyper importante à horizon 2050. Et oui, bah, tant mieux. Oui, mais attention, parce que tes vieux d'aujourd'hui, c'est pas tes vieux de demain. Tes vieux d'aujourd'hui, c'est nous qui utilisons déjà au quotidien les IA génératives. Donc, faut aussi anticiper ce point-là. Comme autre signal faible, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, il y a une baisse globale du surf mondial. Hein. Il y a une baisse de la navigation parce que usage grandissant des IA génératives. Donc, une difficulté qui va être croissante pour accéder au contenu, pour émerger, que ça soit une marque média, mais une marque tout simplement pour émerger dans ce flux. Donc, il faut travailler dès aujourd'hui. Donc, ça rejoint aussi la question précédente. Dans les décisions stratégiques à prendre immédiatement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire dès demain. C'est essayer de reprendre le contrôle sur les algorithmes. C'est pas une affaire facile, mais c'est possible. On accompagne, nous, Publicis Media, on accompagne nos marques pour qu'elles reprennent le contrôle sur les algorithmes, pour que leur visibilité existe dans ces algorithmes. Et c'est vrai pour une marque commerciale, c'est encore plus vrai et encore plus important, et je le dis en tant que citoyenne, que les marques médias fassent également ce travail-là pour ne pas disparaître, comme je le disais tout à l'heure, de ces nouveaux moteurs de réponse, hein, qui sont des moteurs d'intention aujourd'hui, et donc de la consommation des Français à horizon 2050. Merci Myriam. Est-ce que Laurent, tu veux, sur ce sujet des signaux faibles, est-ce que vous regardez, comment vous arrivez à voir ce qui va émerger, comment vous prêtez attention un peu à tout ça? Il y en a plein, mais sans rentrer dans les détails, je vais rebondir sur une chose que tu as dite. On regarde l'évolution du web. Et plus exactement, on regarde le poids respectif du monde des applications par rapport au monde du web. Le monde des applications, c'est un monde où les gens se dirigent vers des offres. Le monde du web, c'est un monde dans lequel les gens circulent de plateforme en plateforme. Et si effectivement on sort petit à petit d'un modèle du web ouvert, alors ça change complètement les données du problème, les données de notre existence, les données de notre visibilité. Donc je dirais comme signal faible, celui-là, il est pas mal. Ouais. Je reviens sur l'humain et l'adoption, comme ça je rebondis sur un autre point. Moi, je vois le nombre de demandes croissantes que j'ai tous les jours pour développer au sein de la boîte un nouveau cas d'IA ou un nouvel outil IA, data ou innovation. Je me rends compte que tout le monde a bien saisi l'urgence. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire qu'on arrive à ce moment où là, on savait qu'il y avait une IPA, on savait que tout le monde pouvait surfer sur cette nouvelle évolution du web et de la manière dont ça allait impacter nos contenus et nos médias. Mais je dirais le signal faible qui est très important dans mon quotidien, c'est le nombre de mails, messages ou autres canaux pour me demander de développer des choses avec les collaborateurs. Donc je trouve ça super intéressant de se dire qu'il y a vraiment une adoption renforcée. Et le signal, c'est que tout le monde s'en empare et qu'on sent l'urgence de cette transformation. C'est intéressant parce qu'on a fait un voyage dans le temps et là, on revient en 2025. Quels sont les signaux faibles, les KPIs aujourd'hui? En fait, très concrètement, ce que je regarde, c'est la click-through rate dans les réponses d'un bot IA vers le média qui est référencé. Donc, est-ce que, oui ou non, et dans quelle mesure, le
Generative Engine Optimization est important, quelle pourrait être une valeur de ça versus aujourd'hui le modèle du SEO, etc. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est quand on est sur un article de fond, donc un article véritablement journalistique, une enquête, un article d'opinion, les click-through rates sont le double que sur un article qui juste résume une actualité. Et ça, c'est quand même un levier pour les groupes médias, notamment ceux qui ont investi dans les rédactions, comme c'est le cas du groupe L'Équipe avec nos 350 journalistes. Pour terminer, c'est un signal positif. Exactement. Merci Rolf, merci à tous. On arrive au bout de cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nos invités sur ce projeté ou des remarques à faire. Donc Patrick Bergot de Parisia, qui est groupe presse professionnelle en santé. Chez nous, on a une devise, c'est que science plus conscience donne confiance. Et moi, je suis un peu surpris que dans les stratégies que vous évoquez, la notion de responsabilité par rapport au contenu produit n'existe pas. Enfin, vous l'avez pas cité dans la responsabilité du producteur, du manipulateur de l'IA, pas de celui qui a le moteur. Parce que finalement, une hallucination, c'est quelque chose qui peut avoir des résultats mauvais, qui peut avoir une mauvaise influence sur la société, les individus. Et on ne parle jamais de responsabilité. Ce qui nous paralyse, nous médias, l'équipe et les autres, c'est qu'on est complètement tendu en disant mentir c'est pas bien, etc. Et je suis un peu surpris de pas l'entendre dans votre ligne de défense, y compris chez Radio France, qui est quand même le temple de la conscience mondiale, je le sais bien. Non, mais en fait, je pense que c'est tellement parlé de curateurs, j'ai parlé d'éditeurs, on a parlé de marques. Je pense que nous, en tant qu'éditeurs, on est très conscients de notre devoir. Et en fait, c'est tellement, quand je parlais d'adoption, c'est tellement la première chose que je dis au début de toute formation, c'est-à-dire allez lire notre charte. Notre charte, elle dit bien qu'il y a aucun contenu du groupe M6 qui n'est pas relu, corrigé, et que c'est de la responsabilité de la personne qui édite et qui relit de bien vérifier que ces hallucinations, qu'il n'y ait pas d'hallucination dans ce qui a été utilisé ou même distribué. Donc oui, c'est au cœur de tout. Je pense que Laurent l'a aussi dit en parlant des syndicats. Moi, il n'y a pas une innovation, pas un outil que je ne fais pas aussi passer devant le CSE. Donc je pense que c'est super important d'impliquer les collaborateurs et les représentants du personnel dans cette transformation. Donc oui, c'est au cœur de tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que notre rôle de média, c'est de faire en sorte que les instances qui définissent ce qu'est ou non un média responsable aujourd'hui se pérennisent, et que ce soit bien le critère de l'humain et de la rédaction qui reste le critère de validation qu'un média en est bien teint. Je pense pas que la ligne sera beaucoup plus discret que ça, mais que je pense qu'il y aura un critère de confiance lié aussi à l'humain. C'est encore des questions qu'on se pose aussi de la manière dont on explicite les contenus qui sont ou non générés par IA ou non utilisés pour le cœur de toutes les décisions, en tout cas chez nous, et je suis sûre chez les différentes personnes de cette table ronde. C'est un des sujets qu'on a d'ailleurs abordé pendant les états généraux de l'information, sur lesquels on n'a aucune réponse aujourd'hui, qui est que nous, médias, quand on raconte une bêtise, ça nous est opposable. On peut nous faire un procès, on peut nous attaquer. Nous, on a la responsabilité, ce que quasiment tous les médias font, de revenir, pas tous, mais beaucoup, revenir sur leurs erreurs, s'excuser ou s'expliquer, Et quand un LLM donne une information factuellement erronée, on ne sait pas à qui en imputer la responsabilité. Mais il y a encore pire pour moi que l'information erronée, qui peut effectivement être dramatique dans certains champs, par exemple dans la santé. Mais il y a pire qu'un LLM qui donne une information erronée. Il y a le fait que les LLM dans leur ensemble, dans ce qu'ils donnent, les ChatGPT et tout ça, sont des informations floues, dans le sens où on ne sait pas si l'information est vraie, fausse, en partie vraie, en fait, en réalité une opinion, le fruit d'un mélange d'opinions, et ça donne un statut étrange, quelque chose dans une sorte de plasma d'information dont personne ne porte vraiment la responsabilité, et qui induit dans l'espace informationnel dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'information des citoyens, quelque chose qui va tendre vers une sorte de défiance généralisée qu'on voit déjà à l'œuvre au demeurant avant l'IA à cause des réseaux sociaux, et qui va certainement se généraliser. Et effectivement, je pense que c'était tacite dans ce qu'on a dit, mais tous les médias un peu sérieux ont à cœur de renforcer la confiance des gens dans ce qu'ils publient, donc ce qui implique
un principe de responsabilité pour eux. Bonjour, Cyril Franck, directeur des rédactions du groupe Influencia. J'ai une question qui a trait à la difficulté liée à tout ce qui va être énergétique. On parle d'innovation, de tas de choses qui sont très consommatrices d'énergie. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité de faire des choses low-tech dans un environnement qui sera forcément beaucoup plus compliqué en termes de ressources? Oui, alors là, pour l'exemple que je citais tout à l'heure, le déploiement de fonctionnalités d'IA dans un CMS, dans un back-office, on a essayé de chiffrer avec des données imparfaites la consommation énergétique et la consommation en eau. On a montré que dans ce cas-là, c'était assez anecdotique, c'est-à-dire que sur un usage moyen modélisé à l'échelle de Radio France, tout ce qu'on déployait, c'était l'équivalent d'un téléviseur allumé pendant 1 jour et demi. Un beau téléviseur, mais quand même, que 1 jour et demi. Donc, c'était pas énorme, mais on le mesure et on a, en vue de généralisation d'autres fonctions d'IA, à cœur de trouver des modèles plus sobres. Mais c'est dur parce qu'on n'est pas globalement dans les médias des boîtes d'ingénieurs. Donc on a des ingénieurs, on a des gens qui cherchent et par ailleurs on a dans nos équipes des générations qui ont vraiment à cœur de prendre en compte les problématiques ou l'impact de notre activité, l'impact à tous les sens du terme, environnemental, social, etc. Et pour lesquels les idées ou les concepts de responsabilité, d'éthique et de responsabilité sociale et environnementale sont clés dans leur activité au quotidien. Donc c'est dur parce que on peut être face à des injonctions contradictoires, mais c'est intégré dans la façon de travailler. On n'a pas les solutions à tout encore. D'autres questions? Merci et surtout merci de vous être prêté à l'exercice et sans le rendre trop dystopique parce qu'on aurait pu faire quelque chose de très dark. Merci à vous, merci à tous. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com. ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.